Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. La semaine dernière, on parle de la fonction publique ce matin, mon cher ami. Beaucoup de choses à dire ce matin. Fonction publique, des fichiers, de la confusion. Mais d'abord, week-end politique, on apprend cette visite de Cellou Dalein Diallo, c'est Sidya Touré. Oui, Roby en a parlé brièvement. Une visite, disons, comme on a dit, ça se répète. Erguiné, il va chez Mamadou Sylla et puis on parle de logement. Non, la coïncidence est à souligner, l'ami. Parce que quand même, il faut dire qu'ils s'étaient séparés. Ils étaient partis pour être d'accord. Chaque domicile est lié à un dossier. Il est parti chez le coach. C'est au CPP, hein, CPP. Et puis bon, ça n'a pas marché. Sylla est parti avec le FPP. Et ils se sont revus donc à l'occasion de cette question. Mais il y a eu également des assemblées générales. Je crois en assemblée générale, il est encore revenu largement, ce qui va m'amener justement à poser le débat sur finalement la responsabilité des militants et la responsabilité de Cellou Dalein Diallo lui-même sur cette question. Parce que, je l'ai dit ce matin, je vais le redire encore, il y a la facilité de connecter l'individu à la politique. Oui. Parce qu'on est bien, il s'agit bien du citoyen, Cellou Dalein Diallo qui est concerné, mais on a été très intelligent de trouver la connexion entre ce domicile et l'UFDG, et donc c'est devenu un fait de l'UFDG. Mais ce qui est inquiétant, parce qu'il faut le dire avec courage, c'est que ça ne se limite pas là. On a trouvé la connexion entre ce fait et l'ethnie. Non seulement le discours est tenu vaillamment par les militants sur les réseaux sociaux, mais Cellou ne fait pas l'effort de minimiser cette perception dans le discours, n'est-ce pas, de ces militants. Hier, samedi donc, en Assemblée Générale, il a plutôt continué à leur dire on est prêt, on dit il y a une main noire derrière cette campagne de récupération des domaines de l'État. Il y a des gens qui sont en train de désorienter, n'est-ce pas, le colonel Doumbouya. Parce que la récupération des domaines, il faut quand même le dire, n'a pas commencé par lui, ça a commencé par d'autres personnes. Et même dans la situation actuelle, il n'est pas seul, il n'est pas avec Sidya Touré seul, ils sont nombreux dans cette situation. Et la possibilité est offerte à chaque citoyen quand même qui se sent lésé d'ester en justice pour obtenir, n'est-ce pas, si vous voulez, réparation ou disons obtenir tout simplement le domaine, puisqu'il le dit lui-même que c'est un domaine privé de l'État. Parce que toute la question est aujourd'hui à ce niveau. Pour l'État, c'est un domaine de l'État. Ce sont des domaines de l'État. Pour eux, c'était des domaines privés de l'État. Donc, c'est cible. Alors, il va falloir poser le débat devant ceux qui maîtrisent ces questions du foncier dans notre pays et de ceux qui ont mandat à trancher sur ces questions-là pour pouvoir trancher. Ça ne devrait pas être un problème pour lequel on se met en Assemblée Générale pour dire préparez-vous. Parce qu'il a insisté beaucoup là-dessus, préparez-vous, mobilisez-vous. Je pense qu'il n'y a pas à mobiliser des gens autour. Et lorsqu'il y a cette connexion qu'on trouve facilement entre le fait individuel et politique, et le fait politique et l'ethnie, et que cela puisse continuer dans les déclarations de militants, que derrière le leader de l'UFDG ne fasse pas l'effort de le minimiser, même en Assemblée Générale. Il peut dire, ce n'est pas à cause de mon ethnie qu'on me vise. Je crois qu'il peut avoir le courage de le dire. Mais il ne l'a jamais dit et il ne pense pas le dire et ça va continuer. Finalement, la conclusion que je voudrais tirer ce matin, c'est quoi? C'est que souvent, ils n'ont pas le courage de le dire, mais ils se cachent derrière l'ethnie. Nos leaders se cachent derrière l'ethnie, ils mettent l'ethnie devant et en ce moment, dès que vous le touchez, ils vont dire, on est en train de me viser, ou disons, les militants vont dire qu'on est en train de le viser pour l'ethnie. Ça devient un rempart. Et celui qui dirige, qui veut donc obtenir la paix sociale, qui ne veut pas que les choses, que le pays tangue, va avoir un peu peur pour dire, bon, si je le touche, on va aller en guerre civile. Il y en a qui ne se cachent même pas, ils le disent sans embâche. Ils veulent provoquer la guerre civile. Et je pense que pour un domaine de l'État, il n'y a aucun motif derrière des provocations de la guerre civile parce que ça concerne encore une fois un citoyen de la République de Guinée et non une communauté. Je ne sais pas ce qui vous prend ce matin. Je suis
total désaccord avec ce que vous êtes en train de dire. Moi, je puis... Non, mais je suis désolé. C'est ton droit. Oui, merci. Alors, je vais dire pourquoi. Les grandes gueules. J'ai eu le privilège de travailler avec Selouda Diallo. Je puis, moi, vous affirmer, parce que j'ai quand même eu des rapports personnels avec lui, que ce n'est pas un homme, justement, non seulement à parler d'ethnie, mais justement à minimiser ou à mettre en avant. C'est un... Non, mais c'est pas ce qu'il a dit, hein, Jacques. C'est ce qu'il a dit. Laissez-moi finir. Non, il a reproché... Parle des militants. Il reproche à Selouda Diallo de ne pas dire à ses militants Justement, de ne pas parler d'ethnie. C'est ce que je suis en train de dire. Mais plus vous mettez en politique et en communication, plus vous mettez un soi-disant problème en exergue, plus il prend de l'ampleur. Et je pense que la communication de Selouda au niveau justement de l'ethnicisation du débat politique vis-à-vis de ses militants est la bonne. C'est-à-dire ne pas en parler parce que ça n'existe pas. Et il a raison. Je finis. Non, mais tu peux ne pas être d'accord, mais c'est mon analyse. Oui. Et en plus, j'ai travaillé avec lui, donc je sais de quoi je parle. Sauf que ça fait mal. Mais, non, laisse-moi finir. Il n'y a pas d'ethnicisation. Non, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'ethnicisation, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai toujours s'il te plaît, merci, j'ai toujours fustigé le débat. J'ai toujours fustigé la pauvreté du débat politique justement par rapport à l'ethnie. Ce que je dis, et en toute honnêteté, c'est que ce que moi je connais de Selou, je puis vous affirmer qu'à aucun moment il ne l'est. Il a tenu le propos et il s'est au contraire bien toujours insurgé contre ces discours-là. Ça, c'est une réalité qu'il faut dire. Maintenant, je finis là-dessus. On est en train de commettre une grosse erreur dans notre pays, c'est d'opposer la morale, l'éthique et le droit. Ce sont effectivement des concepts complètement différents, mais qui vont de pair dans la bonne marche d'une nation. C'est important de respecter le droit, et c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dénoncé. J'ai dit ici, et je le redis, que je n'aimerais pas qu'on cherche à éliminer un homme politique comme Selouda Diallo ou d'autres, si ce n'est que par les urnes, donc par ce qu'on appelle le vote populiste. Ok, ça c'est important. Cela étant, il y a effectivement dans ces attributions qui ont été faites dans les années 80-90 un droit de regard moral et un droit de regard éthique. Nous avons ce droit-là de demander des comptes à ceux qui nous ont dirigés dans ce pays. Il va falloir que les hommes politiques s'habituent à ce que la nation guinéenne, qui a mûri, qui a grandi politiquement, demande des comptes et qu'ils doivent en rendre. Mais cela doit se faire, et j'insiste dessus, parce que c'est quelque chose qui me fait peur, cela doit se faire dans un esprit de concorde et surtout dans le respect stricto sensus du droit. Et notamment le premier des droits, c'est le droit à la présomption d'innocence. J'insiste dessus. Notre pays ne s'en sortira pas grandi s'il ne respecte pas ces principes-là. On peut aimer un tel ou un tel, on peut détester Selouda Diallo ou pas, Sidia Touré ou pas. Il faut qu'on apprenne dans notre pays à respecter ce sacro-saint principe de droit, la présomption d'innocence. Arrêtons de jeter l'opprobre sur des gens lorsqu'ils n'ont pas été jugés et reconnus coupables. Merci beaucoup, Ahmed. Allez-y. Oui, justement, la question d'ethnie un peu relance le débat sur la manière dont les partis sont constitués en Afrique. Kadhafi le condamnait dans son livre vert. Il disait qu'un parti politique ne va jamais représenter toute une nation. Il va toujours représenter un groupe de personnes ou un groupe d'ethnies. Et donc pour lui, il fallait repenser un peu le système politique des nations africaines qui ne sont pas adaptées à nos réalités. Malheureusement, c'est ce qui nous rattrape avec le multipartisme intégral qu'on a vanté sur tous les toits. Sauf qu'aujourd'hui, la façon dont les partis sont stratifiés, ça fait qu'un leader politique tire un peu parfois sa puissance du débat ethno-stratégique. Parce que moi, je ne parle pas d'ethnie. L'ethnie, c'est une richesse. L'ethnie, c'est comme un jugement de valeur. Ça peut exister même entre un homme et une femme sociologiquement. Ce n'est pas là le problème. Mais le fait d'utiliser en fait l'ethnie pour créer un peu une tension dans la cité, c'est ce qu'il faut dénoncer. Donc moi, au-delà de cette question, c'est par rapport un peu à la procédure qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui dans le cadre de la récupération des biens. Je pense que c'est une action qu'il faut saluer. Parce que Alpha Condé, vous vous souvenez, avait mis en place une commission qui devait faire un travail de recensement d'abord. Sa mission, c'était d'abord de recenser les domaines de l'État, les domaines qui appartiennent à l'État mais qui ne l'appartiennent plus ou qui sont susceptibles de l'appartenir. Donc ce travail avait commencé, mais sauf que Alpha n'avait pas poursuivi. Donc le CNRD arrive, c'est un dossier très chaud et ils le reprennent. Sauf que c'est une commission de recensement qui est mise en place, mais une commission de récupération des biens de l'État. Moi, je pense qu'en amont, qu'est-ce que l'État aurait pu faire? Parce que souvent, même si vous prenez une décision au nom de l'utilité publique, l'intérêt commun, il faut se couvrir. Qu'est-ce que l'État peut faire dans une telle situation? C'est de chercher d'abord à convoquer les personnes qui sont concernées par ces opérations de départ. Ils ont des dossiers avec eux. Faire un recoupement d'informations, voir est-ce que les décrets que vous avez avec vous, ce sont des décrets authentiques?
Est-ce que les plans de masse que vous avez avec vous, ce sont des plans de masse authentiques? Les quittances que vous avez payées, est-ce que effectivement vous avez reversé de l'argent à l'État? Donc essayez de recouper l'information et de faire en tout cas un travail de recoupage pour éviter qu'en amont, qu'on dise qu'on a placé les charrues avant les bœufs. Ouais. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, moi, c'est un appel que je lance parce qu'au niveau de la cité police, les gens avaient commencé à parler de Téli Diallo, sauf que ce n'est pas sa famille seulement qui est concernée, c'est plusieurs personnes. Et pourquoi le problème là revient? C'est parce que tout simplement, l'État ne prend pas le temps de convoquer d'abord les familles, un à un, devant une commission, de les écouter. Bien. Parce que ces gens-là se disent une chose. Nous avons des documents. Maintenant, ce qu'il faut dire, je veux finir rapidement. Il faut qu'on explique un peu, ça doit être une pédagogie. Le code foncier guinéen est domanial et clair. Tout ce qui concerne les biens publics artificiels qui relèvent du domaine de l'État sont inaliénables et imprescriptibles. Personne ne peut vendre un bien public artificiel ou naturel. Ça, le débat là ne peut pas avoir lieu. Bien. Mais tout ce qui est un bien privé, plus loin, le législateur a prévu des dispositions dans les conditions dans lesquelles on peut vendre un bien privé. Par exemple, lorsque le bien il est public, on dit que lorsque oui, avec des conditions qui sont définies par la loi. Maintenant, je finis pour dire que dans une disposition, l'article 113 du Code foncier guinéen dit que lorsqu'un bien public ne répond plus à l'affectation qui avait été donnée, le chef de l'État, à travers un décret, peut faire un décret de déclassement pour sortir ce bien de domaine public, l'amener vers un bien privé. À partir de cet instant, si c'est un bien privé, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que ces gens-là ont acquis ces biens privés dans les conditions définies par la loi? Est-ce que les décrets que Cellou ou CDA ont brandi, est-ce que ce sont des décrets authentiques? Est-ce qu'au moment de l'occupation, c'était un bien privé? Donc il faut de déclassement. Il faut déterminer tout ça. Maintenant, ce qu'il ne faut pas aussi oublier, à partir du moment où un bien il est privé, est-ce qu'on a besoin de prendre un décret de déclassement? Parce qu'il est devenu déjà privé. Voilà. Moi, c'est la question que je me pose. Maintenant, ce que je veux dire, pour finir, Lamine, vous allez me permettre, il faut qu'à un moment donné, qu'on puisse écouter les gens. Ouais. Parce que si on envoie un courrier pour dire quitter, et après on va étudier les dossiers, je pense qu'on est en train d'inverser la pyramide. Ouais. Il faut d'abord écouter les gens, faire un travail de diagnostic, ceux qui sont dans les règles, les laisser occuper, ceux qui ne sont pas dans les règles, les dire de partir tout simplement. Une fois encore, moi je soutiens le président du CNRD par rapport à cette action, le président de la République, parce qu'à un moment donné, il fallait le faire. Les réformes ne viennent pas sans danger, mais il faut respecter quand même. Les réformes sont toujours difficiles, mon cher Diba. Allez-y, mon cher ami. Je l'ai dit il y a quelques jours, je répète encore aujourd'hui, il faut absolument que les choses se fassent dans le respect des lois, en évitant de brimer tous les Guinéens. Le cas Diallo-Téli, je me suis intéressé à ça, parce que quand j'ai vu ça courir un peu partout, ça a commencé avec notre site partenaire, là, Africa Guinée, qui est quand même un site sérieux. C'était une question, c'était une interrogation qui avait été posée. Parce qu'à la cité ministérielle, Diallo-Téli n'est pas que lui, il n'y a pas que lui qui est concerné. Tous ceux qui sont là, on leur a demandé d'acheminer leurs documents pour savoir ce qu'il en est, comment ils se sont installés et tout. Il y a ce travail préalable qui donc a été fait. Mais jamais, contrairement à ce qui est en train d'être annoncé, d'après les informations que j'ai pu avoir, il n'a été demandé à Diallo-Téli de quitter ce domaine-là. C'est important de le dire. Il y est établi depuis, et ce n'est pas pour rien, que même Sékou Touré n'y a pas touché, que le général Lansana Conté n'a pas agi de cette façon, même s'il a agi sur le bâtiment de l'ancienne, notre première dame, le bâtiment, les cases de Bellevue, la récupération qu'on a vue. Mais c'est important, encore une fois, de le dire, il n'a jamais été question de dire à la famille de Diallo-Téli, d'après, encore une fois, les informations que j'ai pu glaner, de libérer cet espace. Deuxième chose, Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré ne sont pas les seuls concernés par cette opération. Des ministres du professeur Alpha Condé sont concernés. Ouais. Et également, ils sont dans la même situation que Sidya et Cellou. Des ministres de Lansana Conté sont concernés par la même situation. Pour le cas Diallo-Téli, c'est un peu le cas des Cabassan, c'est un peu le cas des Damantan, Albert Damantan. C'est des gens qui se sont installés là depuis des années, semble-t-il, d'après les informations que j'ai, c'est vraiment leur propriété. Donc, ils ne rentrent pas dans le même cadre que ceux qui entrent. Et donc, vous voyez, ce commerce nauséeux a déjà commencé sur la toile. On enflamme si on touche à la fibre sensible, parce que quand tu vois, même Diallo-Téli, on lui a demandé de quitter. Ouais. Même quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, ça c'est quelque chose. Et donc, vous voyez un peu, on touche à ce qui est sensible pour embraser le pays. Et je pose quand même la question, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est comme ça? Pourquoi on est comme ça? Parce que c'est pas nouveau, ça.
Facilement, on glisse. On se permet de jouer avec ce à quoi on ne doit pas jouer. Vers l'ennemi. On salit les gens, on les amène vers ce carcan, on leur colle une étiquette anti-tel, et on verse dedans. Et c'est malheureux. Et le besoin, l'intérêt de connaître cette situation, ça se dessine encore avec le cas Sidya Touré. Parce qu'en s'intéressant un peu plus à ce dossier, tout le monde dit que le bâtiment, l'espace qu'il occupe aujourd'hui, appartenait au Auréa Band. Mais la mine, d'après mes informations, ça date d'avant. Là-bas, il y avait, d'après les informations que j'ai pu glaner, une discothèque bien populaire que l'on appelait la Minière. Est-ce que c'est la discothèque qui a donné le nom au quartier, ou est-ce que c'est la discothèque qui a épousé le nom du quartier Minière? Il y avait donc cette discothèque-là, où en soirée, c'est quelqu'un de cette génération-là qui me raconte, tout le monde venait danser là-bas. Tout le monde venait danser, certains venaient même de l'extérieur. C'était, si vous voulez, la discothèque la plus huppée de la capitale. Et donc se pose la question du traitement parce que, comment il s'appelle, le président Ahmed Sékou Touré, c'est quand même lui, dans sa politique de la culture, qui a initié ces orchestres nationaux. C'est alors posé la question de leur entretien. Comment on va les payer? Comment on va s'occuper d'eux? Il a alors l'idée d'affecter ces espaces culturels à chacun de ces orchestres-là. C'est comme ça que la paillote, la boîte de nuit, la paillote tout autour là-bas, au pied du pont du 28 septembre, revient à, du 8 novembre, pardon, revient à un orchestre. Il y a les jardins de Guinée qui reviennent à un autre orchestre. Et c'est comme ça que la Minière est affectée au Auréa Band. Mieux, la mine. Il y a un des cadres qui avait à l'époque la responsabilité du patrimoine bâti public. Parce que le patrimoine bâti public n'était pas sous la tutelle de la présidence de la République. C'était sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances. Il y a un acteur que l'on peut entendre là-dessus, parce qu'il était ministre de l'économie et des finances, qui lui de son côté, parce que j'ai été lui poser la question, qui lui de son côté ne reconnaît pas avoir invité un quelconque leader à acheter un domaine. Oui. Et l'acteur, c'est bien simple, c'est Dr Ibrahima Kassori Fofana, qui est vivant encore aujourd'hui. On peut bien l'entendre sur ce cas-là, et il est assez ferme là-dessus. Il n'a fait aucune offre, semble-t-il. Et donc, les choses... Déjà, ils sont convoqués aujourd'hui. Bah oui. Lui d'ailleurs... Et lui d'ailleurs vous avez suivi, hein. Et vous avez suivi au-delà de la convocation. Il y a quand même son nom qui revient. Oui. Avec le RPG Arc-en-Ciel. Oui, et ce n'est pas une rumeur. Et ce n'est pas une rumeur, mon cher Lamine. Et courant mois de mars, mars-avril, des choses pourraient revenir. Effectivement, Lamine. Ça ne passera pas. Il est important. Ça ne passera pas. Il est important. Ça ne passera pas. Vous allez vous y opposer? C'est pas que je m'en coupe. Je connais les militants du RPG Arc-en-Ciel. Des militants de NR, quand même, on va venir à dire, on va s'accaparer du parti. Est-ce qu'Alpha a parlé? Non, mais Lamine, c'est déjà fait. Profitez-toi, s'il te plaît, de quoi tu parles? Oui, mais c'est à moi de... Je vais te dire. Si tu veux que je parle maintenant, je vais parler parce que je vais te dire. Oui. Au sein du bureau politique du RPG, c'est déjà presque acté. Comment ça c'est acté? Mais c'est l'information que nous avons. Ça ne passera pas. Si, mais c'est toi qui le dis. Ça ne passera pas. Mais tu n'es pas militant du RPG pour dire que ça ne passera pas. Je te dis. Non, mais on attend le congrès. On va leur imposer même si, c'est ça. Même si... Mais il faut que les militants choisissent leur leader. Même si Saloum, si c'est Ségozi a expliqué sur la place publique que Kassouri n'a pas la légitimité. Les militants. Oui, mais la base du RPG, c'est là-bas. Au congrès. Le congrès va déterminer. Pour le moment, je dis, dans les discussions dans le bureau politique, c'est déjà acté. On attend le congrès. Et c'est au cours du congrès que les militants vont décider. Je ne suis pas en train de dire qu'il est de facto le président du RPG. Mais le congrès déterminera. Pour le moment, il est en pole position. Hein. Je vous le dis. C'est ça. Allez, il est devenu fou. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.
On les voit à l'antenne. On parle de MUFA. Les femmes en demandent évidemment à Afriland. Vous les voyez à l'écran. Les vrais gens s'expriment dans cette émission. Dans un instant, nous allons leur donner la parole. Vous continuez à réagir sur le 657 39 13 13. Vous allez nous planter le décor, mon cher Diba Minimono. Et voilà, donc, merci Lamy. Il s'agit des microfinances qui avaient été lancées en 2015. Ouais. Alors, il faut revenir un peu à l'origine. Le projet MUFA et MC2, ce sont des microfinances. Les MC2 sont les micros de croissance communautaire. Et les MUFA, ce sont des mutuelles financières pour les femmes africaines. Donc le projet en fait a été lancé dans certains pays africains. C'était un peu d'amener les femmes vers l'autonomie, mais aussi les jeunes à se prendre en charge, parce que les banques primaires qui sont sur place les femmes n'ont pas accès, parce que les taux d'intérêt qui sont fixés sont inatteignables. Parfois, ils n'ont pas quelque chose à gager pour avoir des financements et accompagner des projets communautaires, mais aussi urbains. Donc c'est dans ce contexte que le président Alpha Condé à l'époque, en synergie avec la Banque Africaine First Bank, ils ont décidé de lancer cette initiative de lutte contre la pauvreté en milieu rural, mais aussi en milieu urbain. Donc c'est ainsi les MUFA et les MC2 pour les jeunes ont été lancés en 2015. Et juste après le lancement, bien avant que ces microfinances ne s'installent, il y avait des conditions que d'abord il fallait remplir. Donc, quand ça a été lancé, le président a dit que c'était la solution à la pauvreté des femmes, mais aussi des jeunes. Ouais. Donc, quand l'initiative a été lancée, justement à l'époque, sur le terrain, avec une campagne autour de la mobilisation des personnes. Et donc, ça a été lancé sur toute l'étendue du territoire national, de Zéro-Corée jusqu'à Conakry, de Zo jusqu'à Conakry. Et donc, il y avait des conditions à remplir. Donc, il fallait d'abord que les personnes qui sont intéressées expriment le besoin, et après aller sensibiliser les femmes, les jeunes dans les communautés pour que ces personnes-là s'engagent. Et donc après la sensibilisation, il y a des cautions que vous payez. Ce sont en fait des fonds de garantie que vous payez pour pouvoir accéder au prêt, parce que le principe c'est épargne, prêt, remboursement. Lorsque vous mettez des fonds en gage, comme d'autres d'ailleurs, il y a d'autres banques comme Yetemali, justement Yetemali, donc à des taux extrêmement bas. Voilà, donc c'est ce qui a été dit. Alors les femmes ont commencé à mobiliser. Par exemple, vous avez la PCA de Guéguédou qui est là, Madame Thérèse Milimono qui va prendre la parole tout à l'heure. Elle a pu mobiliser avec les sensibilisations 800 femmes du côté de Guéguédou. Donc ces femmes se sont même regroupées en coopérative. Ils ont envoyé leur fonds d'adhésion. Ils ont créé le compte au niveau de African First Bank. Et maintenant, après la création des comptes, mais aussi des fonds de garantie, qu'est-ce qu'il fallait faire? La banque devait commencer à libérer les subventions. Alors, par exemple, pour Guéguédou, c'était 1 milliard de francs guinéens pour un départ. Sauf que la mine, ce qui a été promis en amont, c'est pas ce qui a été fait sur le terrain. Imaginez-vous, il y a eu une adhésion au moins 1 million de personnes, plus d'1 million de personnes sur toute l'étendue du territoire national, avec 96 unités qui ont été installées. Et ces unités ont été installées parce qu'elles ont signé des conventions d'accompagnement avec African First Bank. Cette convention dans laquelle normalement African First Bank devait prendre en charge l'installation des microfinances, les sièges, alors que ce sont ces pauvres dames qui ont pris des crédits, qui ont contracté des dettes au niveau de leur communauté. Pour non seulement, certains sont allés jusqu'à construire les sièges, d'autres ont loué des bâtiments. Donc la location, c'est elle qui payait. L'entretien de l'équipe de gestion, parce que ce n'est pas elle qui gère et non pas les compétences. Donc il y a une équipe de gestion qui a été recrutée, qui a été formée sur financement de ces mêmes dames, alors que c'est Africain qui devait le faire. Et ensuite, les salaires de l'équipe de gestion qui devaient être payés. Alors il y a eu une contraction de dette assez élevée. Sauf qu'après les fonds de garantie qui ont été donnés par des associations, par des femmes, imaginez-vous, au niveau de Dalaba, on parlait de 662 femmes qui ont mis de l'argent. Alors, ils ont promis 1 milliard pour la zone de Guéguédou. Sur les milliards, la mine, de 2016 à nos jours, ils n'ont donné que 200 millions. Ces 200 millions, ils ont donné. Alors que ces 200 millions n'atteignent même pas les fonds de garantie, les cautions que ces dames ont payées pour pouvoir accéder au financement. Ça, c'est que la zone de Guéguédou. Imaginez-vous 96 unités. Et à date, toutes ces unités ont fermé. Faute de subventions, malversation financière, et les femmes qui ont contracté des dates, des PCA aujourd'hui, ont quitté leur foyer. Parce qu'elles sont suivies par d'autres femmes qui réclament aujourd'hui leur argent. Surendettement. Parce qu'elles sont endettées. Bien sûr. L'autre aspect aussi, il y en a qui sont en prison aujourd'hui. Il y en a qui ont quitté, qui sont décédés. Parce qu'avec la pression dans leur collectivité, d'autres ont fait des AVC. Donc, elles sont à Conakry depuis des semaines. Elles sont au moins une trentaine de femmes de toute la forêt qui sont là, y compris ceux des autres régions qui sont à Conakry. Et que dit la direction ici? Aujourd'hui, j'ai rencontré le directeur, M. Fondio, du côté de Dubaï. On s'est vu, il était à l'Expo 2020. Je lui ai dit...
Ouais. À Freeland. À Freeland, le directeur d'Afreelance. Donc, Fogio, Fogio, voilà, Guy Laurent Fogio, qui est le directeur d'Afreeland. Je lui ai rencontré, je lui ai dit, monsieur le directeur, une fois en Guinée, je souhaite aller vous rencontrer parce que ce problème, c'est une plaie. Des milliers de femmes aujourd'hui réclament leur argent au PCA et ce que vous avez promis, selon leur explication, vous ne voulez pas respecter vos engagements. Alors il se trouve qu'il m'a dit tout simplement qu'il n'a rien à dire, qu'il n'a pas de commentaire à faire, c'est un faux dossier. Il m'a dit au contraire que ce sont ces femmes qui doivent de l'argent à Freeland First Bank. Il parle de 106 milliards qu'ils ont accompagné ces femmes. C'était une dette que les femmes n'ont pas remboursé les dettes. Donc aujourd'hui, ce sont les femmes qui doivent à la banque et non l'inverse. Alors je lui ai posé 2 questions, il a éludé. Je lui ai dit, mais il faut que vous répondiez. Il m'a dit clairement, j'ai rencontré le président Doumbouya. Nous avons échangé sur la question. Ils ont interpellé la Banque centrale, parce que certains cadres même de la Banque centrale sont cités dans cette affaire, qu'ils ont demandé à la Banque centrale de faire un travail d'audit et de produire un rapport. Ces femmes ont eu la chance de rencontrer le président Doumbouya, qui les a écoutés. Ils ont donné un mémorandum. Aujourd'hui, elles ont commencé à travailler avec le chef de cabinet Guiba. Ils sont sur ce dossier-là, mais sauf que ça traîne. Et aux dernières nouvelles, nous apprenons que la fédération de ces mutuelles, notamment les MC2, les jeunes, mais aussi les femmes, sont allés la semaine dernière manifester devant Freeland First Bank pour non seulement réclamer le paiement de ces subventions qui étaient promises, mais également rembourser les prêts qu'elles ont contractés pour pouvoir instituer ces sièges-là. Et l'autre aspect qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que les femmes continuent à réclamer leur caution. Si on n'a pas de subvention, remboursez-nous notre argent. Donc il y a eu une manifestation là-bas. Il y a un certain M. Amadou Kamara, qui est l'un des cadres de Freeland First Bank. Au moment où nous faisons cette émission, il est à la maison centrale. Parce qu'il a été interpellé par l'équipe de Bafoué, M. Amadou Kamara, qui est au niveau de Freeland First Bank. Elles sont allées manifester et dès qu'ils l'ont vu, l'ont cueilli. Elle était au niveau de Bafoué et nous apprenons que ce matin, qu'il a été transféré au niveau de la maison centrale parce qu'on estime qu'il est à peu près le cerveau de ce qui est en train de se passer parce qu'il était l'interface entre ces mutuelles et Freeland First Bank. Donc elles sont là, elles vont s'exprimer, mais sauf que ce qui est en train de se passer, on parle de milliards. Qu'est-ce que Bafoué pardon, on parle pas de Bafoué, on parle de haut commandement de la gendarmerie nationale, Bala Samora. Voilà, Bala Samora est au courant du dossier. Le monsieur a été entendu, il a été transféré au niveau de la maison centrale. Donc aujourd'hui, le président Alpha Condé, il avait une volonté politique, mais sauf que l'objectif a été dévoyé. Pourquoi le directeur vous dit, mais non, je n'ai rien à vous dire, c'est plutôt les femmes. On va les Justement, interroger. on va les interroger, Madame Thérèse Kamano, c'est ça, Milimono. Milimono, voilà. Bienvenue, Madame Milimono, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue dans cette émission. Vous, Madame, comment vous Madame Gopoudoré. Madame Gopoudoré, bienvenue. Elle est bien à Lola. Elle est Vous bien êtes de à Lola, Lola. voilà. Elles sont toutes à Conakry actuellement. Voilà, bienvenue dans cette émission. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous êtes retrouvée dans cette situation, Madame Milimono? Merci beaucoup. Merci de m'avoir passé la parole. Et cette situation de mutuelle, c'est le chef de l'État qui est venu. Bon, et chaque fois dans sa politique, il disait bon, je suis venu au pouvoir pour les femmes et les jeunes. Et pour concrétiser ce slogan, il a fait venir maintenant ce projet de MIFA et MC2 en commun accord avec Freeland First Bank, qui sont des Camerounais, dont le fondateur est Dr Paul Fokam. Et ici, le DG, c'est Guy Laurent Fogio. Et celui qui était directement entre nous, l'interface, c'est Amadou Kamara, le gestionnaire, qui est maintenant à la maison centrale, que nous avons déposé là-bas. Donc, que vous avez déposé? Oui, c'est nous-mêmes qui l'avons cueilli pour l'amener. Parce qu'ils ne veulent pas reconnaître, ils disent qu'il n'y a pas de preuves. Et bon, voilà, on dit maintenant, puisque la justice est là, nous allons démontrer de A à Z. Parce que aider une personne, toute aide qui ne peut pas nous faire avancer et qui nuit aussi à notre vie, franchement, l'aide là est à abandonner. Mais justement, c'est facile d'accuser. Mais racontez-nous comment vous êtes retrouvés dans cette situation. C'est très important. Lorsque le projet est venu, ils ont tenu une tournée dans toutes les préfectures et même le chef de l'État disait... Moi, je vous ai vu à Zérékoré à l'époque. Oui, j'étais à l'ouverture de la banque de Zérékoré, j'étais là aussi. Justement. Ils disaient les femmes, débrouillez-vous, vous allez trouver un local, vous allez créer une banque, je vais vous donner 1 milliard pour un départ. Et donc pour bien comprendre l'idée de l'État, c'est l'État qui a subventionné. C'est l'État qui a émis l'idée, c'est l'État qui a amené à Freeland First Bank 1 milliard. Maintenant, pour chaque unité, pour un départ. Maintenant, nous nous sommes mis à la tâche, ils nous ont rien donné, même 100 francs, et nous sommes mis à la tâche
On est allé, ils ont dit de toucher même la dernière case du village doit être touchée parce que c'est dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Absolument. Donc nous sommes allés, moi étant, je suis animatrice à la radio rurale. Et les femmes sont venues me voir. Comme tu es en contact avec nous à tout moment. C'est la madame Yoro là-bas, quoi. Oui, la radio de Guéguédou. Oui. Comme nous sommes en contact, et je suis un peu écoutée avec ces pauvres femmes. Oui. Ils m'ont dit donc vraiment, Thérèse, il faut nous aider à ce que la banque là réussisse, qu'on puisse implanter. Ouais. Et donc nous sommes mis à la tâche. On a commencé de la commune urbaine jusqu'à la dernière sous-préfecture de Guéguédou pour récupérer les fonds. C'est les mêmes stratégies que les autres aussi ont utilisées. Oui. Mais je prends le cas spécifique de Guéguédou où j'ai beaucoup été en activité. Donc, nous avons mobilisé les fonds, on a appelé à Freeland. Voilà, on a reçu tel montant. Ils ont dit maintenant, trouvez un local. Le local que nous avons trouvé, on ne pouvait pas louer pour payer. Donc, il y a un bâtiment abandonné depuis une construction au temps colonial que nous avons rénové au fonds propre des femmes. Oui. Et le reste du montant, on dit maintenant, on a fini la rénovation qui s'élevait à hauteur de 135 millions. On dit, on a fini la rénovation. Le reste du montant, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit, venez, vous allez ouvrir 2 comptes bancaires à Freeland. Un compte d'épargne et un compte courant. Et ce qui fut fait, donc on s'attendait maintenant, ils ont dit encore, il faut recruter le personnel. Le personnel qui s'élevait à 6 personnes. Qui vous a demandé ça, madame? Tout ça, c'est les instructions données par Freeland. Freeland. Les Ok, grandes d'accord. gueules. Donc il fallait une directrice, une comptable pour les MIFA, 2 caissières et 2 guichetières. Donc, Camara, qui est le gestionnaire, ils sont allés. Tout ça, ça se faisait sous forme propre des femmes. Oui. Le CA, composé de 20 personnes, était obligé parfois de cotiser pour soutenir la charge, toutes les dépenses. Donc, le personnel a été conduit à Massanta pour suivre la formation avec l'équipe de Massanta. Et ça, c'est sous forme propre aussi des... Si je résume, madame, si je résume. Oui. L'État, sous Alpha Condé, a subventionné, a donné de l'argent à Freelance. Oui, mais avant de donner, ils nous ont donné dans les dépenses d'abord. Je veux juste résumer. Oui. Je veux juste résumer. L'État, sous Alpha Condé, parce que la microfinance, c'est fait pour aider des gens comme madame. Oui, effectivement, c'est ça le but de la microfinance qui a été inventé en Inde. Oui. Bon, donc l'État a donné des subventions à Freelance pour la gestion de ces subventions et que Freelance vous redistribue cet argent Exactement. de manière à vous aider. Oui. Et vous êtes en train de nous dire ce matin que non seulement Freelance a failli à son devoir, c'est-à-dire de vous subventionner, mais en plus vous ont demandé d'avancer en fonds propres de l'argent. C'est bien ce qu'on a compris. Exactement. Très bien, continuez. Ils sont venus même, ils nous ont dit, mais l'argent que vous déposez, c'est petit, il faut demander à vos communautés, ils vont investir. Donc, c'est à Freeland, ils nous ont donné l'idée, même ici à Guéguédou, Hadja Maimouna Yombuno, qui est la deuxième personnalité du CNT, nous a avancé un montant de 40 millions que nous avons déposé à Freeland First Bank. Vous avez mobilisé, les premiers dépôts s'élevaient à combien? Les premiers dépôts, j'ai dit pour la rénovation. Bon, non, les dépôts. Au-delà de la rénovation, 135 millions de rénovation, vous êtes venu déposer sur le compte courant, le compte épargne, combien d'argent? Bon, vous savez, la première fois, les PCA qui étaient là, dès qu'on a donné les 100 millions, ont reculé. Parce qu'ils ont vu que c'était une situation un peu compliquée. Et moi, j'étais sur le terrain, j'étais là comme simplement. Mais quand la situation c'est compliqué, mais quand même nous avons les reçus, les factures. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Vous avez les reçus, les factures. Oui, on a les reçus, les factures, seulement les multiples dépenses effectuées. C'est ce qu'on n'arrive pas à calculer depuis 2015 à nos jours. Les voyages, les dépannages, le matériel vétus qu'on nous a donné lorsque ça tombait en panne. C'est-à-dire le matériel vétus. Les ordinateurs, ça c'était du matériel vieillissant qui était tout le temps en panne. On nous a donné un groupe électrogène de 5 kVA où il n'y a pas de courant. Donc quelqu'un a acheté. Oui, ils nous ont envoyé et on nous taxe cela à hauteur de... Excusez-moi madame, parce que c'est très important. 300 millions. Qui a acheté? C'est Freeland qui a envoyé. Freeland. Donc c'est très important pour rembourser. Ahmed, elle dit quelque chose d'intéressant. Oui, bien sûr. Donc Freeland vous donne des équipements. Oui, sans facture. Vous parlez de toutes les 96 mutuelles fonctionnelles. Et on vous a facturé combien? À 300 millions. Et vous n'avez pas participé à l'achat? Rien du tout. Attendez, je veux vraiment que nos auditeurs comprennent bien. On vous donne du matériel vétuste. À Freeland, vous achetez du matériel vétuste, vous donne et vous le fait acheter, on est d'accord, à hauteur de 300 millions. De 300 millions. D'accord. Ensuite, le personnel qui a été recruté et formé par Freeland, on nous dit de payer ce personnel. Donc, si je comprends bien,
pour être plus concret dans les démarches, l'État subventionne au niveau de Afriland. Vous faites des collectes de fonds que vous versez dans les caisses de Afriland. Et en même temps, Afriland vous demande de prendre en charge l'installation du personnel et des bâtiments qui doivent abriter les banques. Bien avant la subvention de l'État, on était déjà trempé dans les dépenses. On nous avait déjà jeté dans les préalables, les préparatifs. Mais est-ce que l'argent promis par l'État, vous avez l'information que ça a été versé dans les caisses d'Afriland? Bon, ça, oui, parce que on peut dire que ça a été versé, parce que chaque fois quand on nous dit faites les demandes, on a les demandes de financement. Lorsqu'on signe les demandes de financement à hauteur d'1 milliard, lorsque vous venez, on dit on a un planning de décaissement des fonds, donc on va vous donner d'abord 100 millions. Parce que quel était votre interlocuteur principal chez Afriland? C'est celui qui a été mis à la maison centrale, c'est qui? C'est celui qui était à la maison centrale, mais on venait aussi rencontrer Guy Laurent Fogno. Une fois, moi, il m'a chassé dans son bureau. J'étais en compagnie de l'ex-directeur national adjoint des impôts, Michel Béimi, qui nous a accompagnés là-bas. Il dit, bon, faites-moi sortir la femme. Et là. Il vous a chassé? Oui, il m'a chassé. Et bien, en descendant, même, je suis tombé des escaliers. J'ai failli casser mon pied. Ça prouve le mépris que ces gens-là ont pour des gens comme vous. Oui, ils nous ont poussé à mentir. Ils nous ont conduit dans le déshonneur. Le respect qu'on avait dans nos communautés, on a perdu le respect. Ils n'ont pas respecté leur engagement. Bien. Moi, je voudrais aller avec Maman Doré. Si je comprends bien, j'aimerais résumer le propos et savoir si c'est la même situation chez vous. À l'écouter, je décris ça comme ça. On demande à des femmes qui sont paisibles là où elles sont. Réunissez-vous, prenez de l'argent avec vos pères, prenez de l'argent, venez trouver un siège, recruter des gens, ayez un équipement, payez-les en clair. On va prendre de l'argent pour vous confier de nouvelles charges inutiles qui ne fructifient pas l'argent que... Donc, il n'y a pas d'investissement, en fait. C'est des charges. Comment ça s'est passé du côté de Lola, chez vous? Je vous remercie très infiniment. C'est le même cas qui s'est reproduit chez nous. À Lola, depuis 2015, nous sommes ensemble là-bas avec les femmes. Là. Nous sommes venus ici à une réunion, la convention. Quand on a fini, le président a avancé l'idée là. Ça, c'est le peuple. Ils ont dit que les femmes n'ont qu'à aller chercher... Il faut le rappeler, l'ancien président Alpha Condé. Voilà. L'ancien président, je vais dire. Nous a dit d'aller rassembler les femmes, les jeunes, de créer, de les sensibiliser à ce qu'on puisse les aider à s'en sortir dans la pauvreté. C'est le but de la microfinance. Absolument, c'est l'objectif. Nous sommes allés, à notre retour, on est partis, on a sensibilisé nos femmes, les jeunes, nos copines qui étaient restées derrière sont venues avec, n'est-ce pas, des papiers de l'Afriland pour nous dire de faire ça parce que ça a de l'avenir pour nous et nos enfants. Voilà comment on s'est mis là-dedans. Nous avons réuni les vieilles, les jeunes, ils étaient contents. Parce que nous étions crédibles devant eux. Tout ce que vous posez, si ils ont confiance à vous, les paysans ne refusent pas. Absolument. Donc ils ont accepté. Moi, chez moi, il y a eu presque 1000 femmes, plus les jeunes. On a eu à récupérer 200 et quelques millions. Nous avons fait ça au cours de l'année 2015. 2016... Excusez-moi, madame, quand vous dites que vous avez eu à récupérer 200 et quelques millions, ça veut dire que les paysans, les femmes ont cotisé. Voilà, c'est important. C'était la cotisation. La cotisation, voilà. C'est très important de le préciser. La cotisation a été faite dans la guerre. Ils étaient d'accord. Donc, moi, chez moi, presque, on n'a même pas fait un mois, on a récupéré les 200 millions là, tellement qu'ils étaient contents. Nous venons à l'Afriland. On a demandé, on ne venait pas, on téléphonait. Puisqu'ils nous ont envoyé les choses par des messages. Donc on a téléphoné, nous on a eu à récupérer telle somme. On nous a dit d'aller à l'Ecobank Zéro Corée et virer à leur compte. Nous sommes allés avec le PCA parce qu'ils avaient déjà fait les bureaux. Il y avait le PCA, comme on avait le conseil d'administration. On est venu ensemble, on a le CA, on a versé l'argent à Zéro Corée là-bas. Donc, Afriland nous a appelés.
Il dit, maintenant que vous avez mis les cautions, recrutez les agents. On s'est associé encore, chercher 4 personnes, 6 personnes pour être dans la caisse, pour pouvoir donner de l'engouement à ceux qui nous ont donné l'argent. Pour qu'ils sachent qu'on est en train de faire quelque chose. Malgré nous n'avons pas l'argent. Vous-même qui devez les payer. C'est nous-mêmes. Et ce n'est pas Freeland qui paye. Non, Pas du tout. Vous comprenez ce qui se passe? La supercherie, en fait. Non, mais je vais vous laisser continuer. Mais en fait, Les grandes gueules. Il a inversé le principe de la microfinance. En fait, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, Oui. c'est est-ce que finalement, le capital de Afriland First Bank en Guinée, c'est pas vous qui l'avez payé? Est-ce que ce n'est pas ça la vraie question? Parce que moi, je comprends un peu, ce sont des mécanismes de financement du développement, de ce type d'organisation. C'est comme ça que ça se fait. Vous concevez l'idée, vous savez ce à quoi ça va servir. Vous avez un apport de base à constituer. Ce sont les cotisations là. Mais à la base, c'est pas là-bas que ça doit être domicilié. Normalement, si c'est un tel fonds, c'est avec vous. C'est vous qui... La gestion aussi est organisée. Et puis on n'avait pas accès à ces comptes-là. Voilà. Est-ce que c'est une gestion bénévole? C'était géré par Afriland. Voilà. Ça, c'est déjà un premier problème. Est-ce que c'est une gestion bénévole? Si ce n'est pas une gestion bénévole, quelles sont les parts qui vont entrer dans le traitement du personnel qui sera recruté? Merci. Et on ne vous l'impose pas, parce qu'il s'agit d'une organisation démocratique. On ne vous dit pas, allez, prenez tel nombre, prenez tel équipement, prenez tel... Les grandes gueules. Vous mettez à payer. Moi, ce que je veux savoir, au-delà de maman Milimouno qu'on a entendu, est-ce que vous, de votre côté aussi, vous avez opéré les mêmes démarches auprès de Afriland? Qu'est-ce qui en est ressorti? Qu'est-ce qu'on vous a dit clairement? Quand nous avons je dis ça parce qu'Alpha était champion de ça, sur l'insémination artificielle. Il n'a jamais sorti 100 francs des caisses de l'État. Il s'est appuyé sur des gens qui l'ont fait. Sur la question des engrais, sur plusieurs années, il n'a pas sorti un franc. C'est des particuliers il faut se souvenir qui l'ont fait. Tamba, il faut se souvenir de la genèse de cette histoire, parce que la genèse de MIFA, c'était bien à l'approche d'une élection. Je ne sais pas c'était de laquelle. La dame, elle a bien C'est en 2014. C'est 2014. Les Et grandes gueules. donc, ça rentrait dans le domaine de campagne du président de la République, parce qu'il est plusieurs fois revenu là-dessus. Même sa dernière sortie avec les femmes, je me souviens, au Palais du Peuple, il en avait parlé et les femmes avaient applaudi à cette époque sans savoir qu'il y avait évidemment tous ces problèmes. Mais pourquoi à cette époque? Est-ce que vous avez essayé de lui expliquer les problèmes que vous traversiez à l'époque? Nous avons essayé. Parce qu'on se souvient de la proximité que le président avait avec ce Guy Laurent Fondio, qui était quasiment son fils. Hein? Nous avons essayé. Moi, je me rappelle, c'est fait ma deuxième fois de parler de cette affaire de MIFA ici à Espace. Et j'avais même parlé, j'ai pu déplacer même l'honorable Claude Kodikundiano, les Michel Kamano, qui sont allés à Guéguédou afin que j'ai la paix du cœur. Parce que les femmes réclamaient leur argent. Ce qui a été donné. Déjà, on a calculé un exemple de dépenses effectuées pour une année seulement. Ça s'élevait à 96 667 000. Lorsqu'on vous donne 100 millions, pendant 3 ans, il n'y a pas eu autre financement. Qu'est-ce qu'on devait faire? Et surtout, pour 814 femmes, on vous donne 100 millions. Sur 1 milliard promis. Les grandes gueules. Voilà. Sur 1 milliard On promis. nous a fait signer, moi j'ai signé 3 milliards. J'ai les copies de ces signatures-là. C'est donc qu'en 2019 encore, avec l'intervention de... Maman, à la 3 milliards de fin, quoi? moi je comprends votre situation, mais je veux quand même vous regardez ce qui se passe. Les femmes sont là. Le but de ce type de mécanisme de financement du développement économique, c'est d'enrichir, de produire de la richesse, des surplus. Mais regardez, en une année, elles dépensent pour des charges inutiles, totalement inutiles, 80 000, 96 millions. Madame, c'est exactement mais ce du sur coup, quoi... c'est la question que je veux poser. C'est qui vous conseillait? Est-ce que vous aviez un conseiller en dehors de Mais non, Afriland? bien sûr que non. Ils nous ont mis là-dedans en disant que les subventions vont venir. Voilà, madame. Donc nous aussi on disait on va s'engager. Elle vivait d'espoir. Madame, le principe... L'espoir était là. Vu la rénovation, la beauté du bâtiment, on pensait que vraiment ça allait... Le principe des banques, madame, tel que Afriland, je vais vous le dire, c'est justement de vivre sur des faux, je dis bien des faux frais. Ils vous ont fait payer des frais, ça c'est pour vous. Mais au-delà de cela, le principe, il faut quand même rappeler à nos auditeurs
que le principe de la microfinance, c'est d'abord d'aider les familles pauvres, deuxièmement de réinsérer dans le circuit bancaire par l'intermédiaire d'un certain nombre d'instruments financiers des familles qui ne sont pas accès au crédit ou aux banques. Ça, c'est le principe. Ce qu'ils vous ont fait, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, ils vous ont pris de l'argent, ils ont inversé. Non, mais c'est presque du génie dans le vol. C'est presque du génie. Attends, j'ai fini. Ils ont inversé la raison d'être du microfinance, vous ont fait financer des frais. Sur des fonds collectés et ils ont spéculé, parce que c'est le principe de ces banques-là, ils ont spéculé sur des fonds qui appartiennent à l'État et ils vous ont fait en plus payer des services qui n'existent pas. En gros, vous êtes le dindon de la farce, madame, désolé de vous le dire. Voilà, c'est ça le problème. J'ai 2 questions, madame Doré. D'abord, vous avez mobilisé 200 millions comme caution, ça a été versé pour l'adhésion. Et après, la promesse était 1 milliard, comme Guéguédou. Oui. Alors, est-ce que sur les 1 milliard, combien a été décaissé? Et à ce jour, dans votre zone, qu'est-ce que ces femmes disent? Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Parce que, quand nous avons eu les 1 milliard là, nous sommes venus à Zérékouré, ils nous ont montré l'écriture. Nous avons signé le contrat. Vous comprenez? Ils nous ont dit d'aller qu'ils vont nous appeler pour nous donner l'argent. Quand nous nous sommes retournés, on a chômé beaucoup de mois, ou bien 1 an, 2 ans. Ils nous ont rappelé, ils sont venus nous donner qu'en 2019 et 2020, 350 millions. Combien de temps après la signature? 3 ans après la signature. Ça a duré. Bon, nous, par exemple, les 200 millions dont on vous parle là, c'était un chèque à blanc. On nous a fait signer. Faire de la rente. On va le laisser parler. Allez-y, madame Doré. On nous faisait signer des chèques à blanc. Allez-y, madame Doré. C'est-à-dire, ils ont gardé l'argent que le gouvernement l'État a mis pour fructifier à leur niveau. Oui. Et nous subissons les coûts sur nous maintenant à payer les asios sur nos comptes, alors que nous n'utilisons pas la somme. Quand ils nous ont donné les 350 millions pour les 1000 personnes de l'eau là, quand notre directeur qui est à Zérékouré, à Freeland Fresh Zérékouré, est venu accompagner l'argent là, il vient, il s'arrête devant la porte avec les 350 millions. Il dit aux femmes, bon, on va vous donner ça en attendant, après 2 semaines, je reviendrai avec quelques sommes. On a distribué de l'argent à sa présence. Il ne restait que 50 millions à la caisse. Les 300 millions ont été distribués aux clients. Bien. Qui ont retardé 3 ans. Leur argent est avec nous, ils n'ont rien bénéficié. Merci. Je peux parler, s'il te plaît. Maintenant, les femmes là se sont retournées avec l'argent là, en train de fructifier. À chaque moment, Freeland appelait Zérékouré maintenant, parce qu'ils ont fait notre siège à Zérékouré. On allait verser maintenant l'argent à Zérékouré. Quand nous sommes allés verser pour une première fois, on a fait une valeur de 120 millions. On a versé. On s'est retourné. Les femmes aussi se sont cramponnées là-dessus. Ils disent, vous avez retiré nos avoirs, gardés pour 3 ans, on n'a rien eu. L'argent là, le temps que vous nous avez donné là pour fructifier est petit. On ne va pas accepter pour travailler à chaque 1 mois, on verse, à chaque 1 mois, on ne peut pas. Nous sommes revenus à la banque Zérékouré. On a posé le problème. Ils disent, eux, c'est leur manière de travailler. On s'est retourné assis, bras ballants, on n'a rien. Madame. Les femmes sont restées là-bas. Madame Doré, oui. Durant tout ce temps-là, vous n'avez pas vu quelque part qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Bien sûr, on réagissait, mais qu'est-ce qu'il faut? Moi-même, j'ai eu une décharge. J'avais adressé une lettre au chef de l'État même. J'ai rentré. Oui, j'ai dit que la décharge que j'ai déposée au secrétariat central du gouvernement, à la présidence, j'ai pu rencontrer la première dame, mais les gens là ont la langue mielleuse, je vous l'assure. On nous faisait signer des chèques à blanc, les bordereaux à blanc. L'argent sortait avec je vous l'assure, les 80% des PCA de ces métiers, c'est des analphabètes qui ne savent ni lire ni écrire. On te dit seulement à signer. Vous qui avez été à l'école, comment est-ce possible? Attendez, laissez-moi poser des questions. Moi, je suis un peu dubitatif ce matin, sincèrement parlant, quoi, parce que quand vous dites que vous êtes venu à Conakry, le directeur vous a renvoyé comme malpropre, c'est que quelque part il y a une complicité, j'en sais rien du tout. Oui, il y avait une complicité, bien sûr, mais eux, en tant que banquiers, ce n'était pas là leur mission, ce n'était pas là leur objectif. Il y avait une manipulation aussi en dessous, mais nous, on ne voit pas la manipulation là. Sont analphabètes, vous qui êtes allé à l'école. C'est pourquoi nous n'avons pas eu beaucoup d'argent. Mais c'est ce que je dis justement. Vous n'avez pas eu beaucoup d'argent parce que quand on regarde quand même
le nombre de personnes à rouler du côté de Lola, du côté de Gekedou aussi, c'est juste énormissime. Mais à un moment, vous devez dire, attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous alertez, vous dites que vous avez déposé les courriers et tout ce qu'il y a autour. Aujourd'hui, Alpha n'est plus là, c'est plus facile, hein, c'est très simple. Je veux dire, c'est très facile de dire oui, on a été ceci, on a été cela. Mais où nous en sommes aujourd'hui, Tamba? Laisse-moi poser des questions, s'il te plaît. Parce que c'est bien beau tout ça, sincèrement. Quoi. Lamine, mais tu connais d'où on vient. Je sais d'où on vient. Mais ce que je pose des questions à nos invités, mon cher Tamba. Oui, parce que je suis d'accord. Non, je ne suis pas leur porte-parole, mais il y a une idée qui me vient en les écoutant. Au fond, je vais vous dire. Je veux savoir, moi je vais appuyer la plaie, c'est important. Il y a un moment donné, soit une d'entre vous a été complice de Fodio. Non. Comment ça? Même s'il y a une complicité, même si. Peut-être au niveau même de... il y a une complicité, mais... Oui. Bon, M. Camara, par exemple, qui est aujourd'hui en détention, a fait quelque part abus de pouvoir. Oui. Par exemple, pour avoir 1 milliard, il y avait des promesses, il fallait lui... Voilà, il y avait quelque chose. Il y a des gens qui ont eu l'argent. Après, à 8 kilos là-bas, il faut soutirer quelque chose, il faut lui donner. Voilà pourquoi on a mis main sur lui. Thérèse. Ouais. C'est le monde entier qui vous regarde là en ce moment. Voilà, boss, justement sur votre question, on nous a parlé de mes enquêtes, dans mes recherches, bon, sur les 96, il y a sur les 96 unités, il y a des mutuelles qui n'ont pas été financées. Ils ont déposé leur caution. Voilà, maintenant sur le cas de Fria, boss, ça répond à votre question. Sur le cas de Fria, dans mes enquêtes, j'aurais appris qu'on aurait proposé à la PCA de Fria de prendre une somme pour qu'il y ait un financement. Est-ce que vous confirmez? Allez-y, expliquez-nous. Bon, beaucoup ont fait ça. C'est les gens qui ont fait cela. Non, moi, je n'ai pas donné. Sinon, j'aurais eu des milliards. C'est que je n'ai pas donné. Thérèse. Non, mais attendez, c'est trop facile là, les gars. Je suis désolé. Nous, on n'a pas donné. Vous n'avez pas donné. On vous avez demandé. Non, moi, on ne m'a pas demandé. Ils n'osent pas me demander. Nous, c'est dans les préalables que nous avons les préparatifs. C'est dans les préparatifs que nous avons dépensés. Moi, j'ai perdu ma vice-présidente à cause de ça, parce qu'elle était une commerçante au marché, elle a pris 85 millions avec les femmes qu'elle a versées pour le fonctionnement. On parle d'Afriland ce matin chez les GG, mesdames et messieurs, sur Radio Espace, et les vrais gens s'expriment dans notre émission. Thérèse Milimono, elle est PCA donc du côté de Gekedou, et Doré Gopoel, elle aussi, elle est de Lola. Elles sont nos invités ce matin, les vrais gens. Allez-y, Tamba. Alors, moi je dis, ce sujet, je ne veux pas qu'on le traite comme on fait habituellement. Pourquoi? Parce que ce qu'elles sont en train de nous décrire, au-delà de ça, allons au basique. Allons au basique. Mais je cherche à joindre le patron d'Afriland. Et les basiques, il ne va pas te répondre. Et les basiques, écoutez bien ce que ces dames ont fait. Parce que c'est grave. Afriland vient ouvrir. Je pense que la DPJ doit maintenant l'arrêter. Non, mais ça va au-delà de ça. Il faut que l'État et le ministère des Finances les sanctionnent. Allez-y. Ce sont des cotisants à ce fonds-là. En vous écoutant aujourd'hui, je comprends ce qui s'est passé. En fait, Afriland vient ouvrir en Guinée. Oui. Et si tu fouilles bien, ils ne mettent pas le capital. C'est ça. Bon, il faut aller auprès des femmes. Les grandes gueules. Donnez-nous, et puis on va vous donner. Sans leur dire quand est-ce qu'on va vous payer votre argent. Bon, Alpha Condé se charge. À l'époque, Alpha Condé est le communicant de la boîte, c'est lui le démarcheur officiel. Il présente l'idée et ça se passe de cette façon. On prend la mine, on prend 200 millions quelque part, on prend 400 millions là-bas, on prend 300 millions. Imaginez, non, je veux vraiment les gars, laissez-moi finir avec ça. On prend tout cet argent, imaginez les grandes villes. Comme Cancan, imaginez les grandes villes comme Conakry. C'est déposé 6 milliards. 6 milliards. Lamine, vous vous rendez compte, 2 milliards pour se recoller. Non, Lamine. Les gars, pardon. Je veux terminer ça. On prend cet argent. Ça ne fait pas rire les femmes. Hein. Mais ça ne peut pas faire rire. C'est pourquoi c'est mauvais. C'est mauvais. On prend cet argent, des milliards réunis, on donne à une banque. Qui est installé ici au nez à la barbe du président de la République. Vous avez vu l'immeuble qu'on leur a donné, la place stratégique qu'on leur donne. Et ils sont là pendant 3 ans. Aucune femme ne bénéficie de son dépôt. En fait, ce sont elles les actionnaires. Ce sont elles les actionnaires, non pas de leur MUFA, mais de Afriland First Bank. C'est ce qui s'est passé. On prend 3 ans. On n'avait pas accès. Et si c'était pour elles. Si c'était on n'avait pas accès. Si c'était madame, si c'était un mécanisme de financement comme ceux qu'on a l'habitude d'avoir, on ne vous aurait pas taxé les frais de compte. On ne vous les aurait pas taxés. On ne vous aurait pas dit allez financer ceci, recruter telle personne. On vous aurait la liberté. On vous aurait donné la liberté vous-même de choisir votre mode de gestion.
gestion. Mais on dépose l'argent là-bas. En Finlande passe 3 ans. Personne n'est ému. Les grandes gueules. Et puis il y a des MIFA qui n'ont même pas reçu 100 francs. Je vais vous dire ce que vous allez réclamer. Je vais vous dire ce que vous allez réclamer. C'est pas seulement votre argent. Réclamez le droit d'être actionnaire de Afriland. C'est ce qu'il faut réclamer. Parce que ce sont elles qui ont financé le... Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG.